Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter votre animatrice pour la discussion d'aujourd'hui. Dr. Searle est la présidente de l'Association ontarienne des travailleurs sociaux. Elle a beaucoup d'expertise de santé mentale et aussi sur les stratégies, aussi dans le rôle de senior leadership depuis plus d'une décennie dans le système de soins de santé. Elle s'intéresse beaucoup à la recherche sur les soins et aussi le Dr. Searle est la présidente de l'intégration. Donc, je suis heureuse de vous accueillir à cette discussion aujourd'hui et je suis heureuse de vous donner maintenant la parole. Merci Vanessa et merci à nos membres virtuels et nous sommes si heureux de voir que nous avons même des gens, un plus grand nombre de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et d'abord, j'ai eu le plaisir de vous présenter un très beau panel qui a bien voulu prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, j'ai Amika Benjamin, c'est la directrice des projets d'équité, de la formation et du partenariat dans le centre d'Excellence Learning à l'Université métropolitaine de Toronto. Dans ce rôle, elle dirige des projets particuliers dans l'équité, la communauté et l'inclusion. Et Amika, elle a une décennie d'expérience, y compris sur les droits de l'enfance et aussi à des conseillers des politiques à l'UCWG et 15 ans en tant que conseillère à l'Université de York pour les encourager à intégrer dans l'Université de York dans ses pratiques. Je suis aussi heureuse de vous voir, Anémika, merci et bienvenue. Et maintenant, je vous donne le reste du panel. On va commencer. Et aussi, je veux aussi, et de Candice, qui est une militante passionnée des changements dans lesquels les gens sont les moteurs de l'équité et de l'inaction. Et est identifiée comme l'une des 25 premières femmes d'influence qui a été reconnue par Influence of Global et la première 75 immigrantes et les premières centaines femmes noires au Canada. Elle a parlé devant des milieux universitaires, gouvernements et de sociétés en Suisse, au Canada et au Royaume-Uni. Elle a aussi voyagé en Lettonie et en Corée du Sud. En tant que fondatrice et directrice exécutive pour développer Young Leaders of Toronto aujourd'hui, son organisation utilise des objectifs de développement durable et les 3 thèmes principaux de la International Decade of People Descent, qui sont la justice, le développement et la recognition pour faire progresser le développement des politiques étrangères et domestiques. Donc, je suis heureuse de vous voir. Bienvenue, Caroline O'Connor, et directrice, et elle fait un doctorat à l'Université de Toronto, où elle travaille aussi comme instructrice de cours et elle enseigne de cours. En plus, elle sert des clients dans les pratiques privées. Sa recherche comprend le traumatisme de l'enfance, en particulier l'exposition à la violence domestique, et aussi la violence contre les femmes, le consentement sexuel et la prévention des violences sexuelles. On est si heureuse de vous accueillir aussi, qui est Caroline qui est avec nous aujourd'hui. Et enfin, on a Audrey. Audrey est une militante passionnée et vous la reconnaissez peut-être. Elle a été enseignante à la faculté et elle affirme que les personnes sont un véhicule pour l'épanouissement et le changement, en particulier pour ceux qui font face aux problèmes de leur vie. Elle a tenu beaucoup de postes pendant sa carrière et elle doit être coordinatrice des 3. Elle a été désignée elle a conçu beaucoup d'ateliers au Canada, au Japon, en Argentine, au Danemark, dans différents domaines, y compris la santé sexuelle, les droits, la facilitation, les échanges d'informations et de connaissances. En plus, elle a fondé une organisation qui veut créer des nouvelles plateformes. On est si heureuse de vous accueillir parmi nous, Audrey. Donc, bienvenue à tout le monde. Je veux vous inviter de retour pour avoir une conversation que nous avons eue dans beaucoup d'autres sites où vous pouvez avoir par votre travail en consultation avec l'OTTSO. Je vous invite aujourd'hui à parler de façon très informelle sur
sur le recueil de données fondées sur la race, parce que beaucoup d'organisations commencent à réfléchir à ceci et à commencer à avoir des conversations dans beaucoup de secteurs, y compris la TTSO. On a vu beaucoup de tendances dans les soins de santé, on constaté l'importance de l'équité de la santé, aussi le besoin d'organiser, de comprendre les effets et les conséquences des réalités, inégalités qu'ont causé Covid, en particulier dans les collectivités autochtones et noires. On a aussi les risques dus aux emplois précaires où les gens ont eu des vies très complexes. On a eu des controverses sur les vaccins. On a constaté aussi quelles sont les données qui peuvent entraîner de conversations. Aussi, on a vu, par exemple, l'éducation peu secondaire, que les agences et tout ceci commencent à penser comment ils vont s'attaquer au racisme et commencer à l'EDI, la colonisation, les effets de la colonisation. Ils ont beaucoup pensé sur des données fondées sur la race. Et en fait, on sait que beaucoup d'organisations commencent à méditer sur ceci et l'intégrer dans leur plan stratégique. Notre plan stratégique, c'est pour notre association qui s'appelle diriger l'équité et l'intégration. On a beaucoup pensé donc au recueil des données fondées sur la race. Et ce que ça veut dire de recueillir ces données et où il y a donc des lacunes. Et donc, nous avons milité et pensé à nos politiques. Et donc, je vais commencer avec votre première question. En tant que leader, qu'est-ce que les dernières années vous ont apporté dans le recueil de données fondées sur la race, quand vous pensez notamment au secteur à but non lucratif? Donc, je vais commencer à Candice, je vais commencer avec vous. Eh bien, merci, Dabi, et c'est vraiment un plaisir de siéger sur ce panel avec mes collègues bien connus. Il y a certaines choses qui m'ont convaincu qu'il fallait donc recueillir des données fondées sur la race, comme vous l'avez dit dans votre introduction, par exemple, les effets de Covid-19, et vraiment, ça a ouvert le rideau sur les inégalités et sur l'inégalité des accès aux soins de santé, et aussi ça a exacerbé la fragilité des déterminants de la santé au pays aussi, en particulier pour les personnes racialisées, en particulier dans les communautés noires et autochtones. Et de plus, l'impact et l'influence des industries 4.0, des industrielles, ou en fonction de la migration pour l'indépendance sur les plateformes et des lockdowns de Covid, ça a créé un apprentissage et ça a obligé les gens à travailler depuis la maison. Maintenant, on voit que maintenant, l'influence des nouvelles technologies, l'automatisation est négativement affectée et a affecté notamment les communautés noires selon l'OCDE. Ensuite, la dernière chose, c'est l'application de mes méthodes pour s'attaquer aux problèmes sociaux et l'inégalité systématique en 193 pays, donc à l'échelle globale. Donc, ces objectifs qui vont, par exemple, combattre la faim, réduire les inégalités, et aussi s'attaquer au changement climatique, créer de la justice, des institutions solides, sont des indicateurs qui nécessitent l'intégration de données sur la responsabilité, aussi pour mesurer les progrès et l'inclusion de la société et des organisations de société civile comme partenaires égaux qui s'efforcent d'atteindre ces objectifs dans un laps de temps donné. Et ces trois scénarios ont nécessairement augmenté le besoin pour recueillir ces données et renforcer donc de donner une image claire de ce qui se passe vraiment dans les collectivités. Et à Dalat, où nos membres sont nécessairement des professionnels noirs et jeunes, il fallait inclure des données fondées sur la race, sur la façon dont on assure les services aux jeunes noirs, étant donné que les jeunes noirs et les adolescents noirs sont le segment de la population canadienne qui grandit le plus selon le rapport de Statistique Canada de 2021. Aussi, il a fallu dénier ce que représentent ces données en termes d'éducation, avec des facteurs tels que le plus grand taux de chômage et des taux de sous-emploi et l'exposition donc à des travaux dangereux et les conséquences sur la santé mentale qui découlent
des traumatismes ratio et aussi des traumatismes pendant Covid et tout ceci. Quand on parle à Breonna Taylor, George Floyd, et puis aussi les, les meurtres télévisés et aussi les indicateurs qui nous donnent, qui nous font comprendre la violence dont on est victime des communautés noires. Et donc, ce sont des domaines importants dans lesquels nous avons dû travailler et auxquels on a été confrontés au cours des 3 dernières années. Absolument. Et le monde a été témoin du besoin de faire les choses différemment. Merci Candice. Comment on peut parler de ceci, en particulier les petites organisations à but non lucratif. Animika, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur comment on peut travailler ensemble et de façon collaborative? Oui, je veux peut-être revenir sur certains points que Candice a dit, notamment sur l'engagement et la sous-représentation. Je crois que il faut vraiment penser à ces deux choses. Ce sont deux choses très, très distinctes et ça fonctionne de façon très différente. Donc, encore une fois, quand on pense comment les gens sont engagés, comprendre qu'il y a des actions intentionnelles, quand les gens sont peu mobilisés, il faut comprendre quel est le contexte dans le manque de mobilisation et la sous-présentation aussi. Vous savez, c'est une autre façon dont on fonctionne et l'exclusion fonctionne. Il faut vraiment comprendre les facteurs d'exclusion et en parler de ceci parce que ça nous permet de parler des expériences différenciées des gens et c'est ce qu'on essaie de comprendre et exposer ceci. Vous avez tout à fait raison parce que il y a 3 ans, c'était les statistiques de sous-mobilisation qui nous a mené à bâtir ce groupe. Donc, il faut inviter les voix surreprésentées de parler des questions importantes et donc le sujet de voix. Donc, c'est un très, très grand rappel. Y a-t-il d'autres, pour ceux qui ont voté d'expérience et de militantisme, ce recueil de données, je crois que vous avez toute une histoire. Oui, en particulier, je crois que il est question, et étant donné mon expérience, c'est une question de confiance publique. On sait qu'historiquement, en tant que travailleurs sociaux, comment on a travaillé comme agents de l'État et comme les gardiens de service, et ça a vraiment nuit. On a travaillé avec des collectivités et donc on a eu des effets sur sur la vie des gens de beaucoup de façons et donc et pas toujours de façon positive. Et donc il faut repenser la façon dont on travaille en tant que profession. Et c'est l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment une question de responsabilité et de confiance publique. Il faut rassurer les gens pour leur dire qu'on a vraiment réfléchi, qu'on a médité et qu'on est engagé en tant que profession. Et la raison pour laquelle on progresse, il nous faut pouvoir définir et faire preuve d'empathie et faire la démonstration de notre volonté de changer. Et c'est une première étape, donc c'est en clair, ce n'est qu'une première étape. Il faut comprendre, exposer quelles sont les questions et comprendre et aider tout le monde à comprendre comment la discrimination affecte tout le monde, parce que quand on pense de l'intersectionnalité de ceci, quand on y pense du prisme de l'intersectionnalité, la façon dont les personnes connaissent beaucoup de formes de discrimination, d'exclusion, ça doit être examiné dans tous les sites et dans tous les contextes. Eh bien, merci, Audrey. Je vois que vous hochez du chef. J'essaie de sortir un petit peu de l'ombre ici. Tu es à contre-jour. C'est une conversation très importante et heureusement, en tant que praticienne et que femme de couleur, c'est un défi difficile. C'est un sujet très délicat parce que il y a beaucoup de questions que ceci soulève. Par exemple, recueillir des données fondées sur la race, des deux points de vue. Et donc, je crois qu'il est important, au cours des dernières années, ce que j'ai vu, et en particulier les jeunes les familles qui sont
qui sont touchés par la discrimination, par Covid. Ils demandent aux praticiens et aux adultes de les aider. On n'agit plus dans l'ombre. N'hésitons pas à nommer un chat. Et pour ceci, il faut recueillir des informations et donner à cette responsabilité politique et des gens un peu partout autour de nous, les chiffres pour leur montrer qu'on a une voix puissante et qu'on représente les gens qui sont affectés par par ces conditions. Et aussi, je crois, on nous demande aussi d'être des leaders. Et par exemple, en tant que travailleurs sociaux, on leur a tourné le dos. Beaucoup d'organisations ont tourné le dos à ce sujet parce que c'est un sujet délicat et le fait qu'on prenne des étapes sont prises pour dire on n'a pas toutes les réponses, il va y avoir des bosses ou des lacunes ou des déficiences en cours, mais je vois que c'est une façon d'aider des gens qui ont été laissés sur la touche. Vous dites, par exemple, commencer avec le personnel et l'élément de la responsabilisation. Kaline, vous avez rejoint notre conseil d'administration il y a quelques mois en tant que leader et praticienne sur le terrain. Je crois que c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous voyez dans le travail que nous faisons à la TTSO? Eh bien, merci. Euh, je vous rejoins en tant que plutôt que rechercheuse et j'ai été dans les milieux universitaires et donc je sais très bien à quel point ces systèmes ont été opprimants pour les gens de couleur, et ceci depuis longtemps déjà. Et donc, ça nous permet, étant donné l'histoire de l'exploitation et de ceci, donc il faut comprendre, il est bien compréhensible que nous avons tous une réaction sur les données fondées sur la race, et je crois que, comme Candice l'a déjà dit, avoir une façon d'identifier et de suivre les services, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, pour suivre donc les, les stigmas et la discrimination et d'une évaluation continue. On entend beaucoup d'organisations disent qu'ils intègrent et travaillent pour éliminer ces choses, mais c'est difficile à suivre et d'insuffler une responsabilisation de ceci. Et du côté de la recherche, je crois que c'est un outil d'évaluation, mais c'est aussi un outil de militantisme. Par exemple, les politiciens veulent voir des chiffres pour dire où ils peuvent investir leur argent et comment justifier leurs décisions et leurs investissements. Et donc, si on peut leur montrer qu'il y a un besoin pour plus d'argent et que plus de ressources et plus d'aide en fonction du contexte et de qui on parle, si on peut démontrer d'une façon concrète, je crois que ceci va nous aider avec certaines de ces personnes pour militer en facteur de plus d'aide. Si on peut aussi montrer que voici ce qu'on fait à l'ETSO, voici quels sont nos membres et voici les ressources et l'aide qui existent et leur montrer qu'il y a un manque de correspondance et qu'on a besoin de plus d'aide. Et ça peut être un outil très, très, très solide, très puissant. Oui, Anémika, la recherche m'a fait penser, je sais ce que vous allez dire, et peut-être la mauvaise utilisation des données Anémika. Allez-y, je vous donne la parole. Oui, je voulais peut-être revenir sur ce que d'autres ont dit, et je crois qu'il est important que ces données visent à nous aider et d'autres qui ne sont pas affectés directement ou qui ne font pas partie de ces groupes d'équité aussi et qui puissent nous donner, nous permettre de parler des récits des autres, de représenter d'autres personnes quand ces personnes n'ont pas une voix. Et je crois que c'est très important pour nous en tant que profession, en termes de responsabilisation et notre imputabilité personnelle en tant que travailleurs sociaux. Il faut savoir connaître l'effet que non seulement l'effet de nos actions individuelles, mais aussi des actions collectives dans nos collectivités que nous présentons. Et parfois, nous portons la voix de nos collectivités, de nos clients, que nous soyons connectés ou que nous fassions partie de cette collectivité ou pas, on les représente. Il faut pouvoir, voici une façon de commencer pour aider, pour faire en sorte que ces voix sont
entendues dans les différents espaces et comprises de façon différenciée. Aussi, autre chose, il faut penser sur le contexte dans lequel ceci se fait. Il y a eu un décalage, une évolution et un désir d'inclure l'équité dans les organisations, mais ça veut dire aussi que les ressources doivent être investies dans cette entreprise. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle. Et je crois que ce sont certains des engagements dans le long terme auxquels il faut réfléchir. Ensuite, l'autre chose qui me fait réfléchir dans cette discussion, c'est cette notion de comptabilité quand on voit de ceci que si on veut quantifier les gens et quantifier donc leurs problèmes, il faut faire très attention avec ceci. Et je ne crois pas que je pense qu'Audrey n'a pas voulu dire ça, mais c'est la façon dont on commence ce processus, c'est essayer de d'être les gardiens de ces statistiques pour qu'on puisse défendre notre point de vue. Et je crois qu'il y a un danger. Et on peut peut-être en parler un petit peu plus, parce qu'il y a certains risques dans ceci. Oui, certainement. Candice et Audrey, si vous pensez à la définition des mesures, l'utilisation des données fondées sur la race, bâtir des relations de confiance dans les pratiques anti-race et anti-discrimination, quelles sont vos réflexions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que leader dans la collectivité, spécifiquement à l'ETTSO, si vous pensez à nous comme un fournisseur de nos services, pourquoi est-ce qu'on ferait ceci? Et donc, est-ce que vous pouvez développer ce qui a été dit? Donc, Audrey vous donne la parole. Ensuite, je donne la parole à Carol. Et Andrew, eh bien, pour moi, c'est des conversations. On se rappelle, par exemple, du formulaire de recensement long. En tant que praticien, on se battait parce qu'on savait quel effet ça allait avoir sur le travail que nous faisons et aussi la représentation. Et donc, je crois que pour moi, c'était prendre l'information et prendre donc la responsabilité et créer un format qui intègre les valeurs et nos principes de travailleurs sociaux et comment on recueille les données. Ce ne sera pas une conversation ponctuelle ou un dialogue ponctuel. Il y a différents mécanismes d'imputabilité qui seront attachés parce que c'est notre profession. Et il faut créer quelque chose qui soit utile, non seulement pour nous, mais pour d'autres secteurs de la société. Donc, il ne faut pas attendre que d'autres secteurs se développent et essayer de savoir comment ils peuvent recueillir les données. Nous sommes les militants, nous sommes les gens qui ont des aptitudes, donc faisons-le à partir de là. Et je crois que c'est très important pour moi. Et donc, avec l'association, je crois que avoir différents points clés, ce n'est pas une conversation ponctuelle. On peut avoir ce dialogue, mais il y a d'autres moyens en tant que personne de nous mobiliser et de travail continu et qu'on continue à bâtir. Et je crois que ce sont les choses à laquelle je pense, et aussi savoir et reconnaître qu'il peut y avoir des petits accidents ici et là, et savoir qu'il y a des craintes qu'ont les gens, et que l'idée de recueillir des données fondées sur la race peut inciter certaines craintes chez les personnes, et c'est donc, il faut savoir les rassurer. Oui, je crois que bâtir de blocs et travailler et revenir. Et donc, merci, et à beaucoup d'entre vous nous ont aidés pour ajouter de données. Candice, quelles sont vos réflexions? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Eh bien oui, je pense que c'est une conversation très importante. Comme beaucoup d'entre vous ont déjà parlé, c'est une première étape pour arriver à un résultat que nous appelons de nos voeux. Et je crois que cette question de manque de confiance dans le recueil des données, la méfiance, vient de qui c'est qui recueille les données, comment les données seront utilisées, et puis comment ces exploités seront exploités. Et ça nous mène à une dynamique des pouvoirs. C'est toujours une question de dynamique des pouvoirs. Est-ce que les gens qui recueillent les données sont le reflet de la collectivité? Et je crois qu'il doit y avoir une interrogation intentionnelle sur comment les différents pouvoirs s'appliquent dans ce scénario. Donc, il y a toujours ce sentiment des données qui sont utilisées à mon détriment. Et donc, étant une femme noire, je vais vous parler à partir de ma position et d'une travailleuse sociale noire qui est une mère de famille, une travailleuse sociale noire qui travaille dans un
dans des espaces à but non lucratif qui est très marginalisé. Donc, je viens avec tous ces, tous ces fardeaux et je suis toujours considéré quand quand je remplis un sondage ou un questionnaire, on me demande si mon travail, sur le travail que je fais dans la collectivité, mais c'est toujours dans mon esprit quand ces données circulent sur moi et que je contrôle plus les données, mes données personnelles sur les commentaires sur moi à partir des données. Et il faut les gens qui sont interrogés vont penser à ceci aussi. Et souvent, ça décourage les gens à révéler des documents ou des informations personnelles en raison de la crainte de ce qui va m'arriver parce que je partage cette information personnelle, mon information personnelle. Et dans le processus de recueil des données, il doit y avoir un processus transparent sur la façon dont les données seront exploitées et leur dire aux gens que ce sera un outil transformateur qui promouvra l'équité. Et donc, ça va peut-être mener à une transformation parce que ça va profiter donc aux populations racialisées. Eh ben, il faut donc penser à cette information. Il doit y avoir un objectif qui est bien compris pour minimaliser cette méfiance. Donc, par exemple, je peux peut-être parler un petit peu des jeunes et quand on crée cet espace pour les jeunes, pour l'inclusion des jeunes, qu'on envisage le secteur éducatif ou bien le secteur de l'emploi, les jeunes viennent avec une pléthore d'aides dont ils auront besoin et que pour nous, qu'on puisse créer cette aide, cet environnement sûr, il faut considérer donc ces outils intersectionnels alors que nous ne sommes pas, on, et que si on n'a pas une espèce de bonne communication, comment est-ce que vous pouvez suivre et contribuer aux résultats et pour que les gens commencent et que les gens disent non, 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 on ne va pas participer. Et évidemment, ça nuit à ce qu'on essaie de faire. Donc, il faut penser, oui, la première étape, le début, mais aussi avoir une vision, l'objectif. Voici ce à quoi ressemblera donc notre entreprise. Voici les résultats que nous voulons et voilà comment vous pouvez travailler avec nous pour s'assurer que quand il y a des lacunes, parce que c'est la réalité, parfois, il peut y avoir des dérapages, mais voici comment nous mettons ces outils d'aide et les mécanismes correcteurs. Et comme ça, si on peut se tromper, s'il y a des déficiences ou des dérapages, eh ben voici comment on va rebâtir des liens de confiance pour que les gens se disent, eh ben oui, ça peut peut-être un peu intimidant. Il y a aussi l'occasion pour nous de développer des solutions quand il y a des petits accidents ici et là. Oui, vous parlez de bâtir un certain élan et de et que cet élan qui peut prendre du temps, parfois je le vois, parfois vous essayez de pousser et parfois on fait du recul. Caroline, qu'est-ce qu'il faudrait, pour bâtir un élan, bâtir un plan stratégique pour une association? Et peut-être, je voudrais peut-être d'entendre, d'autres participantes, qui pourraient peut-être nous dire comment ça a été bien fait, comment on peut bâtir un certain élan, aussi reconnaître de la transparence. Caitlin, vous avez peut-être des idées? Caroline? Oui. Eh ben, je crois que dans beaucoup des documents, concernant les conseils ou des suggestions, c'est de donc, je crois que c'est, c'est une façon de et donc, ces valeurs, c'est la transparence et la responsabilité, et la consultation, les agences, l'autodétermination et je crois que simplement le fait que les processus est bénévole et volontaire, c'est une bonne façon de bâtir cet élan et cette confiance. La façon dont ces données seront utilisées, ça s'accorde avec les besoins de la collectivité et je crois que Audra aussi dit que ce qui est important, que
la transparence existe et on peut exploiter cette transparence. Donc, ce n'est pas simplement que l'on faisons tout et qu'on dit ce qu'on va faire, quels seront les résultats attendus et comment on va s'assurer qu'on informe tout le monde sur ce qui se passe. Est-ce qu'on rencontre est-ce que nous faisons ce que nous avions dit que nous allions faire? Quelle est la valeur ajoutée pour les parties prenantes? Et donc, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée tangible pour ces personnes au-delà du changement systémique qu'on essaie de faire. Mais oui, je crois qu'en termes d'urgence et de dépendant de la situation, je donne de ces données, vous voulez s'assurer que les clients qui leurs décisions pour entrer va avoir un impact sur les services qui vont bénéficier. Donc, il faut savoir être très transparent dans ce domaine-là. Très bien. Et aussi, pas seulement pour les prestataires de services, mais à la TTSO, ça fait partie de ce qu'on a lancé la semaine dernière. On va essayer de remplir donc des questions démographiques avec des profils. C'est très important de bâtir la transparence sur pourquoi et comment. Et c'est un très, très bon rappel. Anemika, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, je veux simplement dire que beaucoup de ceci, ce n'est pas arbitraire. Je crois que parfois, quand on s'embarque de ceci et quand les gens ont des réserves ou des préoccupations, il y a le sentiment qu'il n'y a pas des précisions, ils s'inquiètent et comme on l'a dit, comment les données seront exploitées, comment elles seront recueillies. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'informations et, et donc des informations. euh, et quand on voit ce qu'ont fait d'autres professions, qui ont fait ceci ou d'autres organisations, ils nous ont donné. Et donc, il y a des principes directeurs. Déjà, ce n'est pas un processus arbitraire. Et je crois qu'on apprécie ceci. OK. Et ils comprennent qu'il y a et chercher le guide pour aujourd'hui de partenaires et que peut-être ils ont fait quelque chose de ce travail. Et donc, certainement, je crois qu'on est donné de la recherche pour partager avec d'autres qui pensent à ceci ou bien qui ont des questions. Nous avons donc une commission sur les droits de la personne et c'est un processus de gestion des risques. Parfois, ce n'est pas la façon dont le parcours des gens, mais c'est aussi une question de gestion des risques. Et quand on pense de ce que les gens, quelles sont les attentes des gens, de la façon dont ils se mobilisent avec leurs services, leur système d'aide et leur collectivité, leurs institutions, ils attendent de nous une certaine responsabilité, une certaine imputabilité et qui vont être traités avec respect et dignité et avoir la possibilité de, 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 de consenter. Et donc, ceci se trouve dans nos processus. Et donc, il faut penser à ceci quand on fait des recueils de données ou des recueils de données fondés sur la race. Et donc, il faut être dirigé par cette information. Ce ne sont pas... Il y a des choses que l'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Oui, vraiment. Et il faut s'ajouter. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit parce que ce n'est pas arbitraire. On ne s'est pas réveillé un jour et décidé qu'on allait simplement faire ceci. Il y a des privilèges dans les prises de décision. Et que cette entreprise nous a pris 3 ans et demi pour nous amener à cette étape aujourd'hui. Et le partenariat avec l'intégration et groupe consulté. Donc, je ne peux pas imaginer ce que ce serait pour un nouveau leader ou un travailleur social ou un collègue de commencer donc cette entreprise et vous aider et comment et parfois on fera des erreurs et qu'on peut donc en tirer les leçons. Audrey, je pensais qu'il y a beaucoup de bonnes réactions à cette conversation que nous avons. Je veux vous demander s'il y a des questions. Comment est-ce que vous voyez le recueil des données le recueil de données fournisseurs REST pour créer une société plus juste et plus inclusive? Eh bien, c'est une bonne question. D'abord, je veux dire que nous recueillons ces données déjà. En tant que praticien, que professionnel, on sait dans nos institutions, on demande aux Premières Nations qui sont racialisées. Donc, c'est l'un des principes du travail que nous faisons tous les jours. Et donc, on n'est pas en train de tourner table. Euh, parce qu'on le fait déjà. Donc, en termes de, je crois, pour l'avenir, je crois que
il va falloir nous retrousser les manches en tant que pratique. J'adore le leadership de l'association et je crois que ça va avoir un effet, un effet sur, non seulement sur notre association, mais aussi dans le système éducatif et dans le travail d'autres associations. Et donc, je crois que c'est vraiment un bon point de départ. Oui, je suis d'accord. Vous savez, Candice, je pense à peut-être une question qui a été posée dans la boîte de chat et qui s'intègre à ce que vous disiez quand on commence et peut-être ce principe travail social. Et donc, je veux vous poser, quand on a commencé notre équipe, je vais vous poser une question. Quelles sont les meilleures façons, les meilleures pratiques pour analyser et présenter les données fondées sur la race? Donc, on a parlé du recueil, mais aussi il y a la transparence. Il y a des bonnes façons pratiques de présenter ces données, en particulier si vous n'avez pas attendu des années avant de le faire et peut-être vous voulez le faire rapidement après avoir commencé. Oui, j'ai le sentiment que dans le contexte du travail social humain, la profession elle-même, nous avons beaucoup d'occasions de collaborer. C'est des choses, nous avons ce panel en lui-même, c'est un panel de meilleures pratiques parce que nous venons tous d'horizons divers et chacun de ces horizons que nous amenons, on amène beaucoup d'années d'expérience, on a eu l'occasion de voir, de nous mobiliser et d'évaluer les, différentes façons dont les données sont recueillies et utilisées, que ce soit dans le monde universitaire ou dans les collectivités ou dans mon cas, dans des espaces gouvernementaux, mais néanmoins, l'occasion pour nous de nous parler l'un l'autre sur l'effet du recueil des données et comment les collectivités ressentent ce processus de recueil de données. Je vais vous donner un exemple ici. À Dialogue, nous faisons un travail militant sur la création d'un secrétariat pour les jeunes. Aux Nations Unies, il fallait avoir des données, il fallait s'assurer que la force, donc on était en train de légitimiser cette proposition pour mettre au point ce forum pour la mobilisation des jeunes, s'inscrivait dans ce que les communautés de jeunes demandaient. Donc, la chose que nous devions faire, c'est d'examiner toutes les grandes priorités des jeunes, l'emploi, l'éducation, sentiment d'appartenance, la santé mentale, le climat, tous ces domaines importants. Et ensuite, nous tourner vers ces jeunes qui sont ceux qui ont les solutions à nos problèmes par rapport au gouvernement ou les universitaires. Ce ne sont pas ces personnes-là qui ont le pouvoir de décision. On se tourne vers les jeunes et on les fait venir parce que ce sont eux qui peut-être auront la solution à nos problèmes. Et donc la meilleure pratique, c'est la collaboration, s'assurer qu'on partage notre pouvoir et que le pouvoir de prise de décision soit partagé et qu'on voit aussi ces grands thèmes où il faut beaucoup de personnes qui réfléchissent ensemble, qui apportent différentes idéologies, sa façon de résoudre ces problèmes. Et donc, on peut se réunir ensemble, que ce soit à des conférences ou bien dans des classes ou dans l'enseignement. Mais chacun d'entre nous, nous avons ces conversations continues dans différents contextes et savoir qui on peut inviter à la table quand on est à la recherche de solutions. Vous avez tout à fait raison, vous avez parlé de collaboration, de partage, et vous avez aussi parlé de faire ceci fréquemment et souvent parce que la collaboration souvent change la façon dont vous partagez les données. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur les meilleures pratiques pour partager et pour analyser les données? Je me disais, il peut être intéressant en tant que praticien, que professionnel, l'association a cette information et en tant que professionnel, nous pouvons peut-être
réfléchir à des processus, mais poser des questions à l'association: «Et je fais ce projet, je travaille sur ceci. Est-ce que je peux, vous pouvez m'envoyer les données, voici comment je vais exploiter les données, qu'est-ce que vous en pensez?» Ainsi, je me responsabilise moi-même, pour exploiter les données, mais aussi pour avoir accès aux données. Et aussi, je pense à des groupes de jeunes qui peuvent l'utiliser. Et donc, c'est une réflexion qui m'est venue à l'esprit. Oui, Animeka, vous voulez exploiter? Oui, je me disais, l'une des façons qu'on a réfléchi sur le recueil des données aussi, sur l'effet des données et l'effet de leur réponse, c'est de faire donc une carte de score et qui nous permet de mesurer les progrès accomplis. C'est important. Nous devons aussi faire en sorte que les communautés euh, avoir une mobilisation plus importante de ceux qui sont touchés individuellement pour savoir à quoi ressemblent les mesures, quels sont les résultats. Et donc, en tant qu'organisation, je crois absolument, nous avons des objectifs en tête, mais ensuite, comment nous pouvons encore ces nuances, c'est sur comment on peut, c'est à quoi ça ressemble. Est-ce que ça veut dire quand on passe aux choses concrètes, c'est vraiment important d'avoir des communautés et que d'autres nous aident et peuvent définir quels sont ces paramètres, la dissémination des données, et quelles sont les informations, où sont les questions qu'on demande. C'est vraiment important pour nous de mobiliser les gens différemment. Oui, j'aime l'idée donc d'une fiche de score et comment les gens s'informer et comment on peut partager ceci à différents moments puisqu'on digère les informations différemment. Et les organisations qui peut-être cherchent à connaître des données et qui veulent faire ceci d'une façon équitable, en particulier l'argent, l'éducation, ces choses. Avez-vous des réflexions sur ceci avec avec le centre de traumatisme? Oui, j'allais dire que évidemment, ça dépend du format ou des médias dans lesquels vous recueillez l'information. Donc, si vous utilisez un sondage, que ce soit en ligne ou avec un papier, vous interrogez les gens en direct, ou bien vous faites des tests pilotes avec différents groupes et savoir quelle est cette expérience et s'il y a des préoccupations. Et je crois que si vous faites quelque chose en tête-à-tête, eh ben, peut-être avoir le bon personnel, un personnel formé pour poser des questions. Et je crois qu'une partie de l'autre question sur l'analyse des données, des choses telles que celle-ci, les gens disent souvent que les chiffres ne mentent pas et c'est un slogan. Mais parfois, les chiffres peuvent mentir, peuvent être manipulés en fonction des besoins et de l'intérêt donc de l'auteur. Donc, je trouve que souvent, en tant que le règle générale, c'est que l'utilisation, pardon, la façon dont les chiffres sont manipulés et mal utilisés, et donc on leur retire tout leur contexte. C'est un peu assez tentant de chercher à avoir un, une phrase choc qu'on peut mettre dans notre rapport, mais sans le contexte, ça peut être mal utilisé pour renforcer des stéréotypes ou bien pour créer une réaction inverse à celle que nous cherchons. Mais je crois que, autrement, une chose importante aussi, c'est aussi souvent cette transparence et quels sont les résultats que nous cherchons à faire. C'est pas- Si c'est quelque chose que nous voudrions faire, mais c'est souvent la façon dont on pratique et comment on va et de continuer. On se dit, oh mon, et essayer d'engager aussi souvent que possible et bâtir des liens de confiance. Je crois que c'est le plus important. C'est une bonne réaction. Candace, qu'est-ce que vous pensez? Je vous vois hocher du chef. Oui, je voulais simplement euh, revenir sur ce que Carole a dit. Je crois que ceci, une réaction par couche et que bien qu'il y a un sentiment, la première étape, c'est recueillir les données, mais il y a aussi l'analyse des données. Et donc, il faut différentes lances. Est-ce qu'on, l'angle sous lequel on évalue les données et aussi une évaluation et ensuite de la dissémination de ces données. Donc, dans ce processus, nous pouvons on ne peut pas avoir
une lentille homogène pour interpréter les données. Ça doit être l'interprétation doit se faire par toute la communauté. Il faut un sentiment d'appartenance dans la communauté et que partout qui est mobilisé dans le processus est, est responsable de ce qui se passe et que pour nous, qu'on puisse tous se sentir comme on pense que nous sommes tous propriétaires de l'information qui est disséminée quand on parle des mesures et de responsabilisation. Et si j'ai contribué à ce que fera l'association et si quelque chose déraille eh ben, c'est ma responsabilité de remettre la société dans le droit chemin. Et c'est parce que je veux le meilleur résultat, parce que je fais partie et j'ai un intérêt dans ceci. Et donc, les gens ne se sentiront pas que si quelque chose déraille, je peux partir, tourner le dos et me dire, c'est pas mon problème. Non, c'est le problème à chacun d'entre nous, parce que nous avons créé cette organisation et ces données. Et donc, on voulait s'assurer qu'il y a un développement continu dans le temps. Et ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est un travail pérenne dans lequel nous contribuons tous. J'adore ceci, la co-construction, la gestion collective des risques. Nous avons vu beaucoup de membres au cours de l'année écoulée qui ont voulu aider avec des questions de l'antiracisme, avec des questions personnelles qu'ils ont connues en raison du racisme, mais aider d'autres membres qui ont connu des difficultés, genre essayer d'offrir, est-ce que ça veut dire pour être dans un conflit des gens qui ont posé des questions de façon ouverte. Et donc, je crois qu'on parle même de certaines choses et dire une carte de score, une feuille de notes, mais il faut contribuer à ce que vous voulez voir, comment vous l'utilisez. Et ensuite, vous voulez parler et la façon de comment c'est fait. Ensuite, Ken, vous avez, je crois il y a un bon résumé dans cette entreprise. Parlez-nous davantage, mais quand on se trompe, eh ben, aidez-nous à résoudre le problème. Les valeurs et de façon sensible. Caroline, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, quelque chose rapidement. Pour revenir à ce que disait Candice, parce que je crois que c'était vraiment très, très, très porteur. Ce sentiment de fierté et d'appartenance, ça me fait sentir qu'il y a plus qu'une communauté et quelque chose dont on peut être très, très fier. Un outil que nous utilisons dans la recherche qualitative qui s'appelle Member Checking, c'est quelque chose qui pourrait être très, très, très utile. C'est typiquement avec des données qualitatives, mais même avec des données quantitatives, de faire venir des gens de différents groupes ou de différents groupes de travailleurs sociaux. Donc, c'est démographique. Quelle est votre opinion sur ceci? C'est une façon de faire un petit peu, mais une façon d'interpréter depuis, du point de vue de ceux qui ont rempli le sondage, et tant que c'est une suggestion. Oui, c'est une très, très bonne suggestion. Anémika, je voulais simplement que ces gens ont parlé de la relation de ce travail. C'est très critique et c'est ce qu'on fait. Et donc, ça veut dire que ça va à une entreprise. Non, ça ne veut pas dire qu'on peut, ça veut dire que on ne connaît qu'une partie de ceci. Il faut être prêt à, faire face à des épreuves difficiles. Il faut faire preuve de compassion parce qu'on va recueillir beaucoup de données de problèmes qui ont eu beaucoup de problèmes. J'ai eu des amis qui ont créé, qui m'ont parlé de bonne façon, mais de façon aussi très, très ferme, bien qu'utile, et dans le travail que j'ai accompli, n'a jamais été fait sans la collaboration et la cohésion. Ça m'a renforcé par des gens qui m'ont aidé à savoir les choses que je ne sais pas. Et c'est ce qu'on espère. C'est ce que j'espère que cette profession. Et j'espère que la TTSO, je suis d'accord, si vous êtes une spécialiste de l'intégrité et de l'intégration, eh ben, vous pouvez nous aider parce que vraiment, on a vu ceci dans ce groupe, on a vu ceci et aussi s'aider mutuellement et se rappeler l'un l'autre quand on fait des erreurs dans cette entreprise de 3 ans et demi et que l'intégrer dans notre plan stratégique pour la première fois. Et c'est vraiment très intéressant. Et donc, je crois qu'on a eu beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup d'autres choses dont on peut parler. Donc, j'espère que
et donc au nom de tous nos membres, je suis sûr qu'on va se continuer. Je veux vous dire simplement certaines choses, mais je veux aussi vous donner l'occasion de. J'ai une bonne question, mais simplement avant ceci, si vous écoutez, que si vous nous rejoignez aujourd'hui, que vous avez des réflexions, des idées, des préoccupations, des ressources, eh ben, n'hésitez pas à les partager avec notre équipe à info@org ou bien personnellement avec moi si vous avez mon adresse courriel. Et sinon, eh ben, vous pourrez trouver mon adresse courriel sur le site web. Ensuite, vous avez reçu j'avais un lien à une fois en question et un lien à remplir des questions démographiques optionnelles, alors qu'on fait notre premier pas dans cette nouvelle occasion à partager avec vous qui vous êtes et quelle est votre identité, et le travail que vous faites et comment on peut progresser ensemble. On est si heureux par ceci. Et donc, merci à chacune des membres du panel. Je vous suis très reconnaissante non seulement pour votre travail en tant que collègue, mais aussi votre leadership, et tout ce que vous faites et le fait que vous voulez influencer, contribuer à notre travail. Donc, ceci, je vais donner le mot de la fin, Audrey. Si quelqu'un est membre de la communauté et sait que les participants avec lesquels ils travaillent et qui ont un impact par leur service pourraient mieux réussir et peut-être suivre leur assise, comment est-ce qu'ils devraient commencer cette conversation avec leur leader dans leur organisation? Si ça ne se fait pas, donner un conseil à un travailleur social ou un collègue et comment ils peuvent commencer ces conversations avec le leadership dans leur organisation. Je dirais, commencer avec mes collègues, bâtir ce travail pour que quand vous avez le leadership, c'est pas une voix, c'est une voix collective. Et aussi, les gens avec lesquels on travaille, forcément, et donc parfois, c'est leur voix qui vont entendre le partenariat, collaboration. Et partenariat, collaboration et quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore ajouter à ceci? Je veux peut dire aussi parler de la collectivité et la communauté dans le sens le plus large du mot, parce que vous faites un travail interdisciplinaire. C'est pas uniquement que vous faites quelque chose d'un domaine d'expertise. Vous allez savoir quelle est la place de chacun et faire venir toutes les expertises, rassembler toutes les expertises à la table et, faire en sorte qu'on se parle ensemble, même si on n'entend pas ou on ne comprend pas, mais le fait qu'on se parle ensemble, ça fait une différence énorme et on peut toujours résoudre les petits conflits, les petites malentendus, mais un temps de, et si, donc non seulement réunir les gens, mais aussi apporter de la nourriture pour qu'on puisse manger ensemble. Caroline, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ceci? Eh ben, je crois que, en addition à ce qui a déjà été dit, par exemple, l'aide, et c'est important et la communauté, ça fait partie de cette aide et montrer qu'il y a un désir pour ceci au-delà de vous-même et et la collaboration évidemment en termes de, ça a déjà été mentionné quand on pense à, par exemple, les sondages auprès des membres, mais avoir bien comprendre quelles sont les préoccupations, quelles sont les attentes et ensuite pouvoir, peut-être pas résoudre les problèmes, mais leur parler, avoir une idée sur la façon dont on pourrait résoudre ces problèmes au fur et à mesure que ces problèmes surgissent. Donc, vous avez le sentiment que vous avez bien fait votre travail. C'est une bonne idée. J'aime ceci. Donc, je pense, je veux simplement, script parce que le Covid-19, ce que ça a fait, ça a étendu le nombre de personnes qui utilisaient les services et de l'aide qui ont mobilisé les travailleurs sociaux et sollicité les travailleurs sociaux. Et, et, euh, et ils sont nouveaux à certains de ces services, ils ne sont jamais utilisés dans le passé. Et penser à leurs besoins, il faut qu'ils soient. Il faut donc bâtir chez eux des sentiments de confiance et de partager les plaintes. Et il faut créer donc ces conditions. Et, et c'est là que le recueil des données commence ici. Donc, mais en termes de script, c'est pas une population minoritaire, c'est en fait la majorité des gens. Nous faisons un sondage nous servons
les gens racialisés, mais aussi des gens non racialisés. Et c'est toutes sortes de personnes, d'autres personnes, d'autres identités, et ben, ils, font cette majorité. Si on pense à des personnes handicapées, ils sont identifiés comme la plus grande majorité, et toutes ces différentes identités font partie de ce groupe de personnes que nous servons. Donc je crois qu'il faut parler aussi de ceci et penser comment ces changements, ça peut changer les positions de qui nous servons, et pourquoi il est important pour eux d'avoir une voix et de s'engager dans ce processus. Oui, je suis vraiment reconnaissant. Il y a eu tellement d'idées remarquables, beaucoup d'émojis, de cœurs qui viennent de nos collègues, et c'est très gratifiant. Et merci à tous les panélistes, merci à tous nos membres, et donc nous allons avoir beaucoup d'autres discussions à l'avenir avec ceci. Nous allons terminer donc notre webinaire d'aujourd'hui. Merci et au revoir.